Alors, dès janvier 2019, lorsque nous avons vu que l'épidémie commençait à prendre de l'ampleur en Chine et avait atteint l'Italie, nous nous sommes mobilisés pour étudier ce virus. Il est très important effectivement de générer de la connaissance. On a un nouvel ennemi qui arrive et on a besoin de le caractériser, de le comprendre à tous les niveaux. Et notre rôle a été, en collaboration avec les autres équipes de l'Institut Pasteur, avec les chercheurs, les cliniciens également des hôpitaux pour avoir accès à des échantillons. Donc c'est une espèce de task force qui se met en place pour répondre à différentes questions. Et nous, notre rôle précis, bien, tout d'abord, ça a été de comprendre comment le virus se multiplie. Mais pour comprendre comment le virus se multiplie, il faut avoir des outils pour le voir. Et donc nous étions spécialisés dans d'autres virus, HIV, Zika, Chikungunya. On a donc dû partir quasiment de zéro ou presque pour générer des cellules qui sont sensibles à l'infection, pour pouvoir suivre en temps réel la multiplication du virus. On a mis au point des systèmes fluorescents, des cellules rapportrices, c'est-à-dire quand elles s'infectent, elles deviennent vertes. Je pourrais vous montrer un exemple. Et donc notre objectif a été d'abord de comprendre les mœurs de ce virus. Est-ce qu'il tue Est-ce qu'il tue la cellule dans laquelle il s'infecte? Est-ce que le système immunitaire va réagir de façon différente devant des particules virales libres ou devant des cellules infectées? Donc pour cela, nous avons donc généré de la connaissance et en parallèle, les outils que nous avons générés ont été utiles pour mettre au point des tests diagnostiques. On travaille beaucoup sur la réponse du système immunitaire et la production, par exemple, d'anticorps par une personne infectée. Et grâce à nos outils, on peut suivre maintenant de façon longitudinale, c'est-à-dire à différents temps après l'infection, la présence d'anticorps chez des individus. Comment ces anticorps fonctionnent, comment est-ce qu'ils vont bloquer la multiplication du virus. Voici des exemples de nos activités. Donc il y a à la fois de la production de la connaissance, qui est donc de la recherche fondamentale, et en parallèle la mise au point de tests diagnostiques, de nouveaux traitements et de stratégies vaccinales. Donc, effectivement, pour pouvoir travailler sur le virus, il faut l'isoler. L'isoler, ça veut dire partir d'un prélèvement de patient, en l'occurrence un écouvillonnage nasal, et avoir du virus infectieux. Heureusement, à l'Institut Pasteur, nous avons le CNR, c'est le Centre national de référence des virus respiratoires, dont il y en a deux en France. Un à l'Institut Pasteur et l'autre à Lyon, qui s'occupent des virus respiratoires, les caractériser, les typer. Et donc c'est à l'Institut Pasteur que sont arrivés les premiers échantillons de personnes infectées. C'était en janvier 2019 et très rapidement, donc le CNR, dirigé par Sylvie van der Werf, a pu isoler le virus. Et donc ça a des avantages multiples. Le premier avantage, c'est établir son patrimoine génétique. La séquence de ce virus avait été publiée quelques semaines auparavant par les Chinois, était librement accessible. Donc nous, à l'Institut Pasteur, le CNR a pu également séquencer, ça veut dire connaître le patrimoine génétique du virus très rapidement. Et ça, c'est très utile pour mettre au point les tests dits PCR. Ce sont les tests qui permettent de faire le diagnostic dans un écouvillonnage nasal. Et donc ces tests ont été d'abord mis au point à l'Institut Pasteur et puis ensuite distribués. Et ce sont ceux qui sont maintenant disponibles dans tous les laboratoires de ville. Donc on avait la séquence, ça c'est très important. Et d'autre part, on avait pu isoler le virus, ça veut dire le faire pousser, le produire en grande quantité. Et à partir de là, on peut commencer à l'étudier. Il faut le caractériser, donc faire des stocks viraux, mettre au point des techniques pour mesurer l'infectivité, parce que chaque virus va se multiplier dans différents types cellulaires. Il faut différentes méthodes, il faut des anticorps pour le visualiser. Heureusement, à l'Institut Pasteur, on avait déjà travaillé en 2003 sur le premier coronavirus qui avait causé des dégâts chez l'homme. Donc c'était l'épidémie en 2003 qui a infecté quelques 8000 personnes en Asie, à Hong Kong en particulier. Et donc on avait déjà des outils et heureusement on a pu constater ce sont deux virus cousins.
éloignés, mais quand même proches. Et donc on avait certains outils qui avaient été mis au point à l'époque pour le premier coronavirus que l'on a pu appliquer pour ce nouveau coronavirus. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire voir le virus pour nous? C'est une stratégie multi-échelle. On peut le voir à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire presque à l'état atomique, et on travaille beaucoup par exemple sur la spicule, parce que c'est la protéine qui est à la surface de la particule virale et qui donne d'ailleurs son nom au virus en forme de couronne. Et pourquoi on s'intéresse à cette spicule? Parce que c'est cette protéine qui permet au virus de rentrer dans la cellule, d'infecter de nouvelles cellules et donc d'être contagieux. Et d'autre part, c'est la cible du système immunitaire, puisque les anticorps que notre organisme vont produire vont être dirigés contre cette spicule pour empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Et d'ailleurs, toutes les stratégies vaccinales développées à l'heure actuelle visent à induire des anticorps contre la spicule. On parle des vaccins ARN, des vaccins vecteurs, on peut y revenir, mais donc l'objectif c'est d'avoir des anticorps contre la spicule. Alors donc voir le virus, ça veut dire d'une part à l'échelle atomique, voir la spicule et sa forme, sa conformation, comment elle interagit avec le récepteur. Donc ça, ce sont des techniques qui nécessitent par exemple de la cryo-électromicroscopie. Et donc à l'Institut Pasteur, on est équipé avec un microscope qui permet de faire ça, qui s'appelle le microscope Titan. Et donc on voit vraiment, donc là c'est l'échelle de la plus petite. Après, on peut voir la cellule elle-même infectée. Donc nous, c'est ce que nous faisons par exemple au laboratoire. Et donc on a dû voir le virus avec des anticorps, des marquages. On fait de la vidéomicroscopie, je pourrais vous montrer un exemple, où on peut voir en temps réel les cellules fusionner, c'est-à-dire on a pu montrer que les cellules, une fois qu'elles sont infectées, eh bien justement elles ont de la spicule à leur surface, et elles peuvent communiquer avec les cellules avoisinantes et les infecter directement. Et ça c'est intéressant, c'est parce qu'on parle souvent du virus comme une entité infectieuse, c'est la petite particule virale qui fait 100 nanomètres et donc qui est très difficile à voir, mais ce n'est pas seulement ça l'entité infectieuse, c'est également la cellule, une fois qu'elle est infectée, eh bien elle-même devient quelque chose d'infectieux. Et donc c'est ça qu'on étudie, c'est les différents modes d'infectivité, de contagiosité, la particule virale par rapport à la cellule infectée. Donc ça, on peut le voir avec des outils de microscopie optique plus classiques. Et donc c'est exactement ce qu'on étudie au laboratoire. Ensuite, si on dézoome progressivement, l'étape, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau d'un organe, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules pulmonaires quand il y a beaucoup de cellules ensemble. Et donc ça, on a des modèles d'études qui nous permettent de voir les effets du virus sur les cellules bronchiques par exemple. Et donc on a pu montrer que les bronches, les cellules bronchiques qui ont des petits cils qui permettent d'éliminer le mucus, normalement, eh bien, fonctionnent beaucoup moins bien lorsqu'elles sont infectées. Et donc là, c'est d'autres techniques encore. C'est des techniques, on a fait de la microscopie électronique à balayage qui nous donne de belles images glaçantes, puisqu'on voit, on voit vraiment le virus à l'œuvre et son effet sur le fonctionnement normal de la cellule. Et ça, c'est très important pour comprendre la physiopathologie de l'infection. Après, on peut encore donc dézoomer et donc s'intéresser au niveau du corps entier. Eh bien, comment réagit le système immunitaire? Pourquoi est-ce qu'on va avoir de l'inflammation? Pourquoi certaines personnes vont faire des formes plus graves? Comment est-ce qu'on passe de la première phase de la maladie, qui est heureusement dans la plupart des cas bénigne? On sait que 90-99% des personnes vont guérir spontanément de l'infection. Pourquoi certaines vont réagir différemment et vont faire des formes graves? Et donc la deuxième phase de la maladie, c'est une phase plus immunologique, la fameuse tempête cytokinique. Voilà, donc là c'est au niveau de l'organisme, mais on peut encore dézoomer, et là on passe au niveau non pas d'une personne, mais d'un ensemble de personnes. Donc c'est de l'épidémiologie, c'est de la transmission du virus au sein d'une population, d'une ville, d'une communauté. Et donc ça, nous avons des spécialistes, et Arnaud Fontanet en est un, bien sûr, sur ce sujet. Mais nos outils, par exemple, qui permettent de suivre la quantité d'anticorps chez les individus, donc on peut les utiliser
pour une personne, mais on les utilise également dans ce qu'on appelle des cohortes de personnes. Et donc ça permet d'avoir un niveau épidémiologique de ce qui se passe auprès de chaque individu. Alors, donc, à l'Institut Pasteur, mais c'est vrai dans d'autres instituts, et on collabore avec d'autres instituts, d'autres chercheurs, d'autres virologistes, des cliniciens, eh bien, on a la chance de disposer de différents matériels techniques qui nous permettent d'étudier ces différentes échelles et fonctionnements. Et on a des spécialistes de chacune de ces questions et techniques. Et donc, on est coordonnés entre nous, on discute entre nous, on a créé ce qu'on appelle une task force, justement, pour partager plus rapidement nos résultats et pour dire ah ben moi j'ai envie d'étudier ça, pour éviter d'être redondant, et tout se fait sous forme collaborative. Et donc ça c'est une des forces, et donc ça fonctionne très bien. Bon, l'union est un combat, donc on est obligé de discuter, et donc c'est très enrichissant, exaltant, parce qu'on a quand même un objectif commun, générer de la connaissance et puis générer des tests, des vaccins et des traitements. Eh bien, dans notre équipe, comme nous, on est spécialiste de la fusion des cellules, donc c'est comment les cellules mélangent leurs membranes pour générer ce qu'on appelle un syncytia, une cellule multinucléée géante. Nous, on s'intéresse à ce phénomène parce que c'est un phénomène qui a lieu normalement dans l'organisme. Par exemple, la fusion, c'est la source même de la vie d'une certaine façon, puisque la première étape de la vie, c'est la fertilisation, la fécondation, c'est la fusion entre un spermatozoïde et un ovocyte. Donc, et ça, c'est la fusion normale, nécessaire à la vie. D'autres exemples de fusion nécessaires à la vie, eh bien, c'est le placenta, ce qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, qui est la couche externe du placenta, qui est produit par des milliers de cellules qui fusionnent entre elles et qui confèrent un avantage et permettent aux mammifères d'avoir un placenta fonctionnel. Et c'est intéressant, c'est que les virus utilisent également ces mécanismes de fusion entre cellules pour se multiplier. On ne sait pas qui a commencé, si c'est les virus qui ont commencé avant les cellules, ou probablement tout a eu lieu en même temps. Par exemple, le syncytiotrophoblaste au niveau du placenta, eh bien, la fusion est produite par une protéine d'un rétrovirus. Un rétrovirus dit endogène qui a infecté nos ancêtres primates il y a plusieurs dizaines de millions d'années et que nous avons domestiqué. Donc la limite entre virus, fusion virale et fusion cellulaire est très ténue. Donc nous, on s'est demandé très rapidement, est-ce que ce coronavirus induit des phénomènes de fusion et quels peuvent être leurs rôles, sachant qu'il y a beaucoup de virus qui font de la fusion, c'est le cas du virus de la rougeole, du virus HIV, donc presque tous les virus peuvent fusionner. Et donc on a très rapidement, grâce aux séquences qui ont été produites par la Chine et par notre CNR, faire fabriquer avec de l'ARN, c'est la même stratégie que les vaccins finalement, donc des spicules fonctionnels. C'était même avant qu'on ait accès au virus en entier, et on a pu voir en faisant des films que cette enveloppe était très fusogène d'ailleurs, et donc c'était différent de ce qui était connu pour le précédent coronavirus. Donc ça nous a permis de savoir donc que fonctionnellement cette spicule est très efficace. Et ça explique peut-être pourquoi le virus est très transmissible chez l'homme. Le premier coronavirus de 2003, SARS-CoV-1, il était très dangereux, il était plus mortel. Il y a eu 8000 cas et presque 10% de décès, donc 800 morts. Mais heureusement, il passait difficilement d'un individu à l'autre. Là, on a un virus qui heureusement est moins mortel, puisque le taux de mortalité,
c'est peut-être 0,5%, et ça touche, comme vous le savez, surtout les personnes les plus âgées. Mais en revanche, il se propage beaucoup parce que probablement la spicule a beaucoup d'affinité pour le récepteur et pour les cellules cibles et fusionne très efficacement. Donc quand on a mis au point nos premiers outils, on était très content d'avoir quelque chose de fonctionnel, et ça c'était au début, hein, c'était dès le mois de mars, je pense. Et puis en plus, grâce à ces spicules qu'on a pu produire, on a mis au point des tests sérodiagnostiques pour suivre, donc faire des tests sérologiques. À l'époque, il n'y avait pas de tests commerciaux disponibles en grande échelle, et donc on a pu très rapidement, on a testé les premiers patients en France qui étaient hospitalisés à Bichat, et on a pu voir qu'ils avaient des taux d'anticorps très élevés. Et donc ça, c'était intéressant aussi pour comprendre la réaction du système immunitaire face à l'infection. Ce qui est intéressant, donc là, au niveau on a parlé de l'épidémiologie au niveau de la population, mais il y a également l'épidémiologie au niveau du virus. Et donc on a des équipes ici à l'Institut Pasteur, par exemple Étienne Simon-Laurière, qui, en collaboration d'ailleurs avec le CNR, fait des séquençages de nombreux isolats qui circulent. Ça, c'est fait d'ailleurs au niveau mondial. Il y a une collaboration gigantesque qui est faite. Toutes les personnes dans les différents pays qui séquencent des virus les rentrent dans une base de données unique. Il y a plusieurs centaines de milliers de séquences disponibles, et donc ça permet de faire un arbre généalogique de l'évolution des virus quasiment en temps réel. Donc ça, c'est très intéressant pour justement voir l'adaptation du virus en temps réel à son nouvel hôte, c'est-à-dire à nous, les humains. Et en fait, il y a des évolutions, effectivement, c'est normal, mais il n'y a pas de changement drastique de dangerosité du virus. Il y a des mutations très claires d'adaptation à l'homme, et donc qui fait que le virus qui passe très facilement d'un humain à un autre, eh bien, il y a des petites mutations ponctuelles justement au niveau de la spicule qui facilitent cette transmissibilité, mais heureusement ça ne s'accompagne pas d'une augmentation de la dangerosité, ni d'une augmentation de la résistance aux anticorps produits par les patients. Et donc nous, grâce à nos tests de fusion et de multiplication virale, on peut comparer ce qu'on appelle l'enveloppe, la spicule de départ, à des mutants qui émergent, et donc on a toute la méthodologie pour s'adapter et choisir des spicules qui nous semblent intéressantes à étudier. On a vu par exemple qu'il y a le virus est passé chez les visons, dans les élevages de visons au Danemark, en Hollande, en France également, et donc le virus là a fait quelques changements de séquence au niveau de la spicule, et donc on s'est dit on va regarder le virus qui s'est adapté au vison, est-ce qu'il est plus dangereux, est-ce qu'il infecte mieux les cellules humaines ou pas. Et donc ça, ce sont typiquement les questions qu'on se pose. Alors donc c'est de la cryo-électromicroscopie, donc c'est le principe de ce microscope, c'est qu'il n'utilise pas les photons, la vue photonique pour avoir des images, mais des électrons. Donc ça permet d'avoir une finesse très importante et une résolution atomique, jusqu'à quelques angstroms. Donc un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Il faudra vérifier, je sais plus. Je pense. Donc un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres, et donc on peut avoir alors pour voir à cette résolution, on peut faire de la cristallographie, utiliser des rayons X, mais là c'est une autre technique avec un microscope justement, et donc c'est un système qui prend de très très nombreuses photos électroniques, et donc sous différents angles, et donc il y a tout un programme informatique qui après permet de reconstituer à partir de milliers d'images, une image type très précise, aussi précise que la cristallographie par rayon X, et on peut voir chaque aminoacide, chaque composant de la protéine et sa disposition dans l'espace. Alors après, il y a des outils de modélisation, on peut intégrer d'autres informations, mais ça part d'une observation directe.
Donc effectivement, c'est un microscope très sensible. On a dû construire un bâtiment même pour l'abriter. On a creusé, le sol pour avoir assez de place pour l'accueillir parce que il fait plusieurs mètres de haut. Il coûte très cher, non seulement à l'achat. Rien que la caméra coûte 1 million d'euros. Sans parler du reste de l'équipement. Et donc ce sont des équipements très spécialisés. Et donc on a des équipes spécialisées pour l'utiliser. Et c'est non seulement là encore pour comprendre et pour générer de la connaissance sur les mécanismes de fonctionnement de protéines virales ou cellulaires, mais également on peut essayer de comprendre aussi comment, par exemple, des anticorps se fixent sur cette spicule. On peut visualiser non seulement la spicule, mais également l'anticorps fixé sur la spicule et comment l'anticorps va empêcher la gymnastique de fusion, puisque quand le virus va rencontrer son récepteur, il y a toute une chorégraphie qui se met en place et un changement de forme de cette spicule, parce qu'au début, elle n'est pas dite, elle est dans un état dit pré-fusion, avant la fusion, non fusogène, et après interaction avec le récepteur. C'est un peu comme une fusée, ça libère un module, et donc la fusion a lieu. C'est une question importante, le franchissement de la barrière d'espèce, comment le virus, tous les virus ont un réservoir naturel, où a priori ils ne sont pas dangereux, parce que le virus préfère ne pas tuer son hôte, le virus il préfère vivre paisiblement, c'est quand il atteint un nouvel hôte qui devient dangereux. C'est le cas de Ebola, c'est le cas d'HIV qui était présent chez les singes et qui est passé à l'homme. Là, en l'occurrence, on sait qu'il y a un virus proche qui est chez certaines espèces de chauves-souris. Et donc, c'est effectivement de comprendre comment il y a eu ce passage d'espèces. Alors, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles qui ont dit qu'il y avait des séquences d'HIV, que c'était quelque chose créé en laboratoire. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de séquence d'HIV à nos yeux qui montre que le virus a été créé de toutes pièces par l'homme. Alors, après, il est passé de la chauve-souris à l'homme. On ne sait pas exactement comment ni où. Est-ce que c'est dans le marché de Wuhan? Est-ce que c'est sous une autre forme? C'est difficile d'avoir la réponse précise à ce stade, mais c'est clair qu'il avait un réservoir animal et qu'il est passé ensuite naturellement, sans être modifié de façon synthétique à l'homme. Comment les virus évoluent, ils peuvent muter, donc ça veut dire introduire des différences ponctuelles au niveau d'un aminoacide ou d'un composant précis, et ils peuvent aussi recombiner. C'est une autre source de diversification, c'est-à-dire s'il y a à un moment donné deux virus différents mais proches qui infectent une même cellule, ils peuvent s'assembler entre eux pour échanger des régions plus grandes de séquences génétiques. Et ces deux phénomènes combinés peuvent faciliter un transfert d'espèces ou faciliter une adaptation à une nouvelle espèce. Donc là, c'est de l'analyse génétique. C'est comme quand des humains font leur analyse pour savoir leur généalogie. Donc il y a des techniques qu'il faut séquencer, c'est-à-dire le génome en entier fait 30 000 nucléotides, donc c'est un virus à ARN qui est grand d'ailleurs, c'est très grand. Donc, par exemple, le HIV il fait que 10 000 nucléotides. Donc le coronavirus est 3 fois plus grand en termes de matériel génétique que HIV. Donc il exprime beaucoup plus, il code pour beaucoup plus de protéines. Et après, donc, ce sont des techniques d'alignement de séquences, d'analyse d'homologie. Ça peut se faire au niveau de l'ARN, donc de la séquence génétique, mais ça se fait également au niveau de la protéine elle-même, parce que, comme vous savez, il peut y avoir des mutations silencieuses, synonymes ou pas, et donc ce sont des techniques, donc ce sont des généticiens virologistes qui font ces analyses et ces évolutions et calculent ces degrés d'homologie entre des centaines de milliers d'isolats.
Alors là, on a beaucoup parlé de la connaissance fondamentale. Donc d'un point de vue pratique, ça permet de faire des tests diagnostiques rapidement, des tests sérologiques qui ont été mis en place rapidement. Donc ça, quand, la séquence a été connue et donc le CNR a mis au point les tests, et ben donc ce sont les techniques qui sont utilisées dans les tests PCR que chacun utilise quotidiennement. La connaissance des interactions entre le virus et la cellule et comment les anticorps fonctionnent permet de créer des médicaments, donc des anticorps monoclonaux. On a d'autres équipes qui travaillent sur des médicaments plus classiques également. Donc là, on est encore en phase préclinique. Et donc ce sont ça les conséquences pratiques. Le vaccin, le candidat vaccin, donc on a vu les progrès très rapides effectués dans le monde. Et bien donc c'est partie de la séquence ARN qui a été décrite en janvier, et donc d'un saut technologique, c'est la technique d'injection d'ARN. Il faut savoir que l'essai de phase 1 de Moderna, donc, qui utilise cette technique, a commencé en mars. On est passé à une vitesse stratosphérique de la description du virus en fin décembre, et 2 ou 3 mois après, les essais cliniques de vaccins. Donc toute cette recherche accélérée, ces sauts technologiques ont des intérêts pour les populations, bien sûr. Pour générer de la connaissance, on bénéficie de collaboration à tous les niveaux. C'est ça qui est exaltant dans ce métier, c'est que ça va au-delà des frontières, bien sûr. On collabore avec des chercheurs en Californie, en Italie, dans tous les pays. Et donc chacun apporte ses nouveaux outils, ses expertises. Et donc c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait des expertises. Nous, on était spécialistes du HIV et donc de la formation de cellules fusionnées au cours de l'infection HIV. On a pu très rapidement utiliser à la fois notre savoir-faire, notre expertise et notre connaissance pour poser des questions autour de ce nouveau virus. Et on a mis au point des outils qu'on distribue. Il y a beaucoup d'équipes qui distribuent, qui collaborent. Et donc là, il y a quand même une volonté de faire de la science dite ouverte. Les séquences sont disponibles quasiment en temps réel, les outils également. Et donc ça, c'est aussi une des chances qui explique des facteurs de réussite dans tout, que ce soit les tests diagnostiques et les approches vaccinales, par exemple. Les technologies ont beaucoup évolué. On peut comparer par exemple avec la recherche sur le HIV. Il a été isolé à l'Institut Pasteur, c'était je crois en 1982 ou publié en 1983. Pour faire la séquence, les techniques de l'époque, c'était quasi manuel. Il a fallu 2 ans ou plus de 2 ans pour que la séquence soit publiée. Maintenant, les techniques, on a un échantillon, on peut avoir la séquence le lendemain quasiment, à un coût 1000 fois moindre. Donc c'est une accélération technologique qui a été appliquée à cette nouvelle infection, qui a permis donc de faire ces progrès rapides. Bien sûr, puisque le partage de l'information se fait en temps réel, avec tous les outils Internet, partage de séquences. Avant, pour avoir accès à une séquence, c'était très compliqué. Même pour publier un résultat, ça prenait plusieurs mois. On n'avait pas les articles à l'époque pour HIV disponibles sur Internet, je pense. Donc là, les articles sont disponibles, n'importe qui peut montrer ses résultats sur des sites dédiés. Donc l'avantage, c'est qu'on a accès à l'information de façon immédiate. L'inconvénient, c'est que ces résultats sont bruts de décoffrage et n'ont pas été évalués, expertisés. Donc il faut se méfier de cette vitesse d'accès aux informations. Et donc après, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Donc on a affaire à un coronavirus, mais ce n'est pas le premier coronavirus qui infecte l'homme. Donc c'est une émergence épidémique,
mais il y a déjà de nombreuses informations, des centaines d'articles publiés sur ses cousins, ces autres coronavirus, et donc on a déjà très rapidement une idée de son mode d'action potentiel. Et d'ailleurs, le récepteur du coronavirus, qui est une protéine qui s'appelle ACE2, eh bien, elle a été identifiée très très rapidement, tout simplement parce que c'est déjà le récepteur qui est utilisé par le SARS coronavirus 1. Donc les spécialistes de SARS coronavirus, c'est d'ailleurs une équipe allemande qui avait identifié à l'époque le récepteur du SARS coronavirus 1, eh bien, la première question c'est est-ce que le virus utilise le même récepteur? Et la réponse est oui. Donc ce n'est pas un virus inconnu, c'est un nouveau virus, mais ça permet aussi d'expliquer, donc le savoir accumulé ces dernières années est immédiatement applicable. On voit donc une cellule infectée par SARS-CoV-2, donc c'est des fausses couleurs, et donc on voit le virus qui est coloré en orange, et donc on voit donc les centaines de particules virales produites par une seule cellule, et donc on voit donc c'est très très infectieux, et une fois que la cellule est infectée, elle va produire beaucoup de virus. Voici par exemple, ça vient pas de notre labo, mais ça c'est la particule virale. Justement, on parlait de la cryo-électromicroscopie. Et donc ça, c'est le genre d'images qui sont générées. Donc là, on voit la particule virale, on voit les spicules ici. Et donc après, ça permet d'avoir des structures de ce type. Ça, c'est la particule virale et les spicules à leur surface. Entre elles, on a mis au point un système, lorsque des cellules fusionnent, elles deviennent vertes. Et donc là, on a par exemple une cellule non infectée de ce côté. Enfin, un champ, ça c'est de la microscopie optique, et là des cellules infectées. Et donc, on a ici une échelle de temps. Donc c'est après 5 heures, et on voit déjà les cellules infectées qui fusionnent, qui apparaissent, qui bougent. Voici par exemple une coupe c'est un tissu qu'on reconstitue. Là, on a la cellule ciliée, donc on voit bien et puis à côté, ici, on a une cellule qui s'appelle une goblet cell, parce qu'elle est en forme de gobelet. Et on voit là, c'est des cellules qui produisent du mucus. Et on voit, c'est des grosses bulles là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est là, c'est à plus faible grossissement. Donc là, c'est toutes les cellules ciliées. Et une fois qu'elles sont infectées, là, c'est 4 jours post-infection, elles perdent leurs cils. Tu vois, on voit là, il y a beaucoup moins de cellules ciliées. Et quand on zoome, on voit que là, voilà, une cellule infectée. On voit les cils. On voit les virus ici, ils ont été colorés en vert. Eh bien, il y a beaucoup moins de cils. Et donc là, c'est une équipe de Lisa Chakrabarty, une chercheuse dans mon unité, qui travaille sur ces phénomènes. Donc ça, c'est localement, chez les personnes infectées. On imagine que ça a lieu, c'est ce qu'on étudie, et donc ça peut être important dans la physiopathologie de l'infection. Et donc là, c'est la photo, donc il y a moins de cils, et voici là une autre photo qu'on a colorée. Donc là, on a une cellule infectée, elle est toute chauve, comme moi. Voilà, elle a perdu ses cils. Et on voit en jaune, ici, c'est les particules virales. Et donc, on voit que le virus est en train de passer aux cellules probablement avoisinantes. Et là, la cellule, elle est d'ailleurs en train d'être extrudée, d'être éliminée de l'épithélium, parce qu'elle est en train de mourir de l'infection.